Bonjour, bonsoir, chers internautes. Merci très bientôt. Merci pour la confiance que, n'est-ce pas, vous accordez à notre émission. Nous sommes très contents. Nous, c'est la chaîne YouTube, mais également la page Facebook dénommée RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est une émission, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi une page Facebook, n'est-ce pas, qui a pour vocation de parler, de traiter des questions ayant trait à la justice, à la paix et au développement. Et donc, nous partons de cette trilogie. Donc, sans la paix, il n'y a pas de justice. Et sans la justice, n'est-ce pas, il n'y aura pas de développement. Merci beaucoup pour la confiance que vous continuez, n'est-ce pas, à accorder à nos émissions. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous partons des faits, nous les analysons au regard de la loi, de la jurisprudence, même de la pratique. Et nous parvenons, n'est-ce pas, à aboutir à des conclusions, mais aussi nous proposons des pistes, des solutions pour résoudre ces problèmes. Nous organisons nos émissions sur base du principe fondamentaux des droits de l'homme et des libertés individuelles, notamment la liberté d'expression, d'opinion, de pensée. Et c'est à ce titre que nous considérons que toute personne peut émettre son opinion comme elle entend, sans, n'est-ce pas, les être inquiétés. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2021. Nous devons, n'est-ce pas, aussi parler de la question, n'est-ce pas, du négationnisme du président rwandais Paul Kagame face aux crimes qui ont été commis en RDC contre les Congolais, mais aussi contre des étrangers qui se trouvaient sur le territoire congolais pendant cette période-là. Nous sommes aujourd'hui très contents, n'est-ce pas, de vous savoir nombreux, de vous savoir, n'est-ce pas, de recevoir vos commentaires dans tous les sens, dans les bons sens, tout comme dans les mauvais. Nous vous prions, n'est-ce pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, prière, n'est-ce pas, le faire, c'est gratuit. Ceci va vous permettre de recevoir toutes nos notifications chaque fois que nous serons en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la question, le négationnisme de Paul Kagame et la complicité du gouvernement congolais. Voilà le sujet que nous allons développer dans peu de temps. D'entrée de jeu, nous allons parler, n'est-ce pas, nous avons le plan suivant. Qu'est-ce que nous allons développer tout au cours de cette émission? Premièrement, nous allons parler du contexte. Deuxièmement, nous allons parler des questions. Et troisièmement, nous allons parler des éléments de réponse par rapport aux questions que nous allons nous poser. S'agissant du contexte, nous allons, de manière brève, vous présenter dans quel contexte se situe notre émission et pourquoi nous réagissons. En effet, il faut signaler que, ou bien il faut rappeler, pour ceux qui le savent déjà, que lors d'une conférence de presse ou une interview exclusive lui accordée par la Radio France Internationale et la France 24, le président rwandais avait souligné mordicus ce qui suit. Il n'y a pas eu de crimes dans l'Est de la RDC. Absolument pas, avait-il conclu. Voilà, ces propos ont créé des tensions ci et là. Des propos, bien que tenus le 18 mai dernier, mais quand même, ces propos ont suscité des polémiques, des débats ci et là, aussi bien au sein de la société civile congolaise qu'internationale, au sein de la classe politique congolaise, au sein de la communauté internationale d'une manière ou d'une autre. Et nous aussi, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous aussi, en tant que citoyens congolais, citoyens du monde, nous pensons que nous devrions aussi réagir par rapport à ce propos et essayer, n'est-ce pas, d'éclaircir l'opinion par rapport à ce propos, par rapport à la problématique de la justice. Il faut aussi noter que le président rwandais n'est pas le seul à avoir tenu de tels propos. Il vous souviendra que dans le passé, son ambassadeur, donc l'ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karega, avait aussi tenu de tels propos sur son compte Twitter, sur d'autres
n'est-ce pas, plateformes, les réseaux sociaux, lui aussi n'avait pas reconnu les crimes que son pays avait commis sur le territoire congolais et contre les Congolais. À ce propos, vous pouvez retrouver nos différentes émissions sur cette question, et notamment sur la question des rapports mapping. Vous pouvez, n'est-ce pas, en savoir plus. À part l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, il y avait aussi l'actuel ministre de la Défense rwandais, M. James Kabarebe, qui lui aussi avait critiqué, notamment le docteur Mukwege, il avait aussi critiqué les rapports mapping. Et donc, vous allez comprendre que tous sont dans la même perspective de la négation ou du négationnisme des crimes qui ont été commis par eux, n'est-ce pas, sur le territoire congolais et pas contre les Congolais. S'il faut résumer le contexte, donc ce sont des propos qui étaient tenus en date du 18 mai dernier par le président rwandais lors du sommet des chefs d'État africains qui était convoqué par le président rwandais Emmanuel Macron. Et c'est à cette occasion-là qu'il avait tenu ce propos selon lesquels il n'y a jamais eu de crimes en RDC et absolument pas. Maintenant, face à cela, nous nous devons l'obligation de nous poser certaines questions, 3 questions notamment. À savoir, la première question, et c'est le deuxième point dans notre émission, existe-t-il des crimes internationaux en RDC? C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui motive les Rwandais à nier les crimes commis sur les sols congolais contre les Congolais? Et la troisième question, que doivent faire les Congolais pour obtenir la justice? Voilà, mes chers amis, avec ces 3 questions, n'est-ce pas, nous serons en mesure de développer ce sujet. Et la deuxième partie, à savoir les questions, va maintenant nous amener au 3e point, ou bien à la 3e partie de notre émission, à savoir les éléments de réponse. Mais avant cela, nous devons l'obligation de faire, n'est-ce pas, de manière très brève, une petite explication par rapport au concept comme le négationnisme. Nous faisons de notre mieux pour l'expliquer dans des termes très clairs, pas vraiment de manière académique, de sorte que tout le monde, même celui qui n'a pas fait les études de droit, puisse comprendre. Le négationnisme, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est seulement le fait de nier l'existence d'un fait, l'existence d'une infraction, et en droit international, on va parler de l'existence d'un crime. Et donc, c'est le fait pour une personne, une organisation, un groupe de personnes, de nier que les crimes n'étaient pas commis contre une population X ou Y. Et voilà, la personne ou les groupes de personnes qui va tenir de tels propos, on va la qualifier de négationniste. Et voilà pourquoi c'est l'intitulé de notre émission ce soir. Le président Kagame, c'est un négationniste. Mais aussi, il faut noter qu'à côté du concept négationnisme, il existe aussi le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est d'ailleurs, selon une certaine opinion, une certaine jurisprudence, c'est le début du négationnisme. Donc, on peut d'abord commencer par réviser les faits. Ça veut dire, on dit que oui, les faits ont été commis, mais quand même, c'est commis, mais ce n'était pas dans ce contexte. Ou bien, le révisionnisme, n'est-ce pas, peut porter sur les statistiques ou bien le nombre de crimes qui ont été commis. Par exemple, au lieu de 50 000 personnes, on peut dire non, il y avait moins de personnes, ou bien ce n'était pas vraiment dans un contexte de conflit armé. Donc, ce sont des actes, n'est-ce pas, qui s'apparentent, ce sont des actes dont l'intention est d'essayer, par exemple, de sous-estimer, de présenter des faux récits, de présenter la mauvaise ou la fausse version pour, n'est-ce pas, essayer, dans la mesure du possible, de se disculper. Et comme je l'ai dit, la plupart des doctrinaires soulignent qu'il y a d'abord, on peut commencer par être révisionniste pour aboutir au négationniste. Ça veut dire, soit on peut être dans l'un ou l'autre cas.
Mais très souvent, on peut être, il y a lieu d'être, n'est-ce pas, dans les deux cas. On est révisionniste et on est négationniste. Voilà, chers amis, nous avons expliqué brièvement le négationnisme et le révisionnisme. Mais pourquoi on parle de négationnisme? On parle de négationnisme parce qu'on lit les faits, on lit la commission des crimes. Et si vous avez le temps, vous pouvez visiter nos émissions précédentes où on a expliqué qu'est-ce qu'on entend par les crimes dans les rapports mapping. On a développé beaucoup de sujets sur les menaces dont le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, est victime aujourd'hui parce qu'il plaide pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC, la République démocratique du Congo. Et nous avons ici à parler. Nous avons invité des organisations, n'est-ce pas, qui mettent en ligne ou sur Internet un site mémorial pour la protection des mémoires ou la commémoration des victimes des crimes qui ont été commis en RDC. Et donc, toutes ces émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et on parle des crimes internationaux parce que, je l'ai toujours dit, les droits de la guerre ou les conventions de Genève et les protocoles additionnels de 1977, n'est-ce pas, réglementent la guerre. Et donc, si vous lisez la 4e convention de Genève, vous allez constater que c'est une convention qui est essentiellement basée sur la protection des civils pendant les conflits armés. Et que ce soit dans les conflits armés internationaux ou les conflits armés internes ou bien au niveau local, ou aussi dans des guerres civiles. Donc, voilà, ce sont des crimes. Parce que ici, l'intention de ces conventions, c'est de protéger la population civile. Et par définition, selon le protocole et les conventions citées, la population civile, c'est toute personne, n'est-ce pas, ou une catégorie de personnes qui ne combat pas, n'est-ce pas, ou qui ne participe pas directement à un conflit. Mais cette définition n'est pas suffisante parce qu'on essaie de l'étendre même à ceux qui ne combattent plus. Ça veut dire des personnes qui jadis prenaient des armes, mais qui ont cessé de combattre. Ce sont notamment des prisonniers de guerre ou des militaires blessés. Vous allez comprendre que toutes ces personnes-là qui ne combattent pas ou ne combattent plus sont des personnes civiles et qui ont le droit à la protection. Et par conséquent, lorsqu'on dirige des attaques civiles contre cette catégorie de personnes, on aura commis des crimes. Et c'est pour cela qu'en RDC, pendant toute cette période de conflits armés, il y avait des crimes qui étaient commis contre des populations civiles. C'est pourquoi on parle des populations civiles. À ce sujet, vous pouvez acheter mon ouvrage que j'ai publié sur les opérations Umoja Wetu, qui étaient commises en RDC en 2009. Je développe suffisamment ces questions de qualification, de la responsabilité, comment est-ce que les civils, les victimes peuvent faire pour obtenir la réparation. Et là, je propose la Commission africaine des droits de l'homme, par l'aide et l'assistance, n'est-ce pas, des organisations de défense des droits de l'homme, la société civile, n'est-ce pas. C'est un ouvrage qui est en ligne. Vous pouvez taper Maître Frédéric Bigou Kayabou, les opérations conjointes Umoja Wetu en RDC et les violations des droits de l'homme qui en découlent. Donc c'est un ouvrage, n'est-ce pas, qui pourra, dans la mesure du possible, et je suis convaincu que ça pourra vous aider à comprendre toutes les questions du droit international humanitaire et des droits de l'homme et de la justice et la notion des crimes internationaux. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons de parler du contexte. Nous venons aussi de parler des questions. Nous avons présenté les questions de notre émission. Nous avons aussi développé la question du négationnisme et la question du révisionnisme. Et après, nous avons aussi expliqué brièvement qu'est-ce qu'on entend par les crimes. Et donc, lorsqu'on commet des crimes, ça veut dire qu'on viole les conventions internationales
on viole les instruments qui protègent des civils. Et des civils sont des personnes qui ne combattent pas. Et donc, si on les commet, ça veut dire qu'on a commis des crimes. Et pour Kagame, il n'y a pas eu de crimes, donc il n'y a pas de victimes en RDC depuis que les Rwandais, l'Ouganda, et avec les alliés, sous la complicité des multinationales et des anglo-saxons, les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Israéliens, n'est-ce pas, ont envoyé le Zaïre en 1996. Selon eux, à leur entendement, il n'y a jamais de crimes en RDC. Pourtant, c'est le contraire qui est vrai. Je poursuis avec la question, toujours au sujet du questionnement, la question de savoir s'il y avait des crimes en RDC. Oui, la réponse est oui, il y a des crimes. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il y a des crimes en RDC? À cela, je vais citer le document suivant. Nous avons le livre blanc de la RDC sur les violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par les Rwandais, l'Ouganda et les alliés, et lesquels documents a été présenté à la Cour internationale de justice par le gouvernement de la RDC sous le feu président Laurent Désiré Kabila. Et c'est sur base de ces documents que les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, n'est-ce pas, étaient accusés par la RDC. Mais malheureusement, le Rwanda n'avait pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Et c'est pour cela que le Rwanda n'a pas fait objet de condamnation. Et c'est seul l'Ouganda qui a été condamné par cette instance judiciaire, la Cour internationale de justice. Et donc, l'Ouganda a été condamné pour des crimes qui étaient commis en RDC contre des populations civiles congolaises. Et donc, par cette logique, si le Rwanda avait reconnu la compétence de cette Cour, automatiquement, les Rwandais aussi seraient coupables des crimes. Et dans la même perspective, il vous souviendra qu'il y avait la guerre des 6 jours à Kisangani entre les armées du Rwanda et de l'Ouganda, n'est-ce pas? Et au cours de laquelle des civils congolais étaient morts. Et donc, c'est aussi une autre preuve qui prouve que les propos de Kagame ne sont pas vrais. Donc, il y a eu des crimes qui nécessitent la réparation. Je poursuis pour démontrer qu'il y a eu des crimes après le livre blanc. Il y a aussi les rapports mapping. On ne le dira jamais assez. Les rapports mapping, c'est un document qui a été, n'est-ce pas, rédigé par les experts des Nations Unies pour documenter les crimes qui étaient commis en RDC pendant une période allant de 1993 jusqu'en 2003. Donc, les experts ont travaillé sur ces documents avec le concours des organisations de défense des droits de l'homme au niveau national, local, n'est-ce pas? Les experts ont y rédigé les documents, ils ont recueilli les propos des différents intervenants, des témoins, ils ont fait la compilation des documents de preuves, et c'est pourquoi on l'appelle rapport mapping. Et rapport mapping, c'est un mot en anglais qui veut dire cartographier. Ça veut dire, il s'agit ici d'un travail qui a consisté à cartographier ou bien à identifier des lieux où il existe des crimes. Et donc, c'est un document très important, n'est-ce pas, dont la RDC, même les Nations Unies, pourront se servir pour que les Congolais obtiennent la justice. Qu'est-ce qu'il faut se savoir du rapport mapping? Le rapport mapping contient 555 pages qui détaillent, n'est-ce pas, les crimes, les incidents qui ont été commis. Le rapport mapping, n'est-ce pas, fait un inventaire de ce qu'on appelle... c'est un document qui a compilé, qu'est-ce que je voudrais dire, qui a compilé 1280 témoignages. Donc, il y avait 1280 témoignages contenus dans les rapports mapping. Donc, c'est un document très important qui ouvre, n'est-ce pas, la voie à la justice, qui va permettre aux victimes congolaises
congolaise, bien entendu, n'est-ce pas, d'obtenir la justice. Il faut aussi savoir qu'il y avait la contribution de 200 organisations de défense des droits de l'homme qui ont eu à travailler dans la rédaction de ces documents. Et à ce titre, n'est-ce pas, vous pouvez lire l'ouvrage du professeur Ambroise Boulambo Katambu, Mourir au Kivu, du génocide Tutsi au massacre dans l'Est du Congo. Le professeur Ambroise, il a toujours été l'un des intervenants dans nos émissions. C'est un document très important, n'est-ce pas? C'est un document très important. Vous pouvez vous pouvez le commander sur Amazon. Moi, je l'ai fait, je l'ai lu. C'est un document très important. Et ici, sur la page de garde, n'est-ce pas, il y a le corps de Monseigneur Mouizirwa, qui a été tué par les commandos rwandaises lors de la prise de Bukavu en 1996. Et donc, c'est un document très important qui peut aussi vous aider. C'est très important à lire. À part ça, il faut aussi savoir que le rapport Mapping fait état des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et voire même des actes qui peuvent être qualifiés de génocide, des crimes de génocide, si ces actes sont déférés devant une juridiction compétente. Mais nous allons revenir sur cet élément dans le développement. Et donc, c'est un document qui contient tous ces éléments, toutes ces informations. C'est ce qu'il faut retenir par rapport au rapport Mapping. Et ce rapport Mapping documente plus de 617 crimes. Donc, il faut lire les rapports Mapping pour en avoir le cœur net. Mais attention ici, parce que nous apprenons, nous lisons ci et là sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs experts, n'est-ce pas, qui disent que le rapport Mapping contient la liste des personnes présumées. Non, ça c'est faux, c'est une fausse information. Le rapport Mapping a une annexe qui est cachée, n'est-ce pas, au niveau des Nations Unies. Et plusieurs fois, le défenseur des droits de l'homme, notamment le docteur Mukwege, avait demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, avait demandé aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, n'est-ce pas, à pouvoir disponibiliser cette annexe, n'est-ce pas, qui contient les noms et les identités des présumés auteurs des crimes. Mais cette affaire avait suscité beaucoup de tensions, de sorte que le Rwanda avait même menacé de retirer ses troupes des missions zonésiennes au Darfour. Ce qui avait poussé le secrétaire général des Nations Unies à se précipiter à Kigali pour aller faire des pourparlers, convaincre Kigali que les rapports Mapping ne seraient pas ou ne seraient plus publiés avec l'annexe. Donc, vous savez que, pour votre information, le Rwanda contribue avec 3550 soldats dans des missions des Nations Unies au Soudan. Et donc, vous allez comprendre les enjeux notamment politiques dans la question de la justice, dans la question de réparation, dans la question, n'est-ce pas, du rapport Mapping en RDC. Et donc, vous allez comprendre tous ces éléments. Nous allons revenir plus tard. Et donc, je disais que le rapport Mapping, c'est un document qui ne contient pas les noms des victimes. Non, sorry, qui ne contient pas les noms des présumés auteurs, mais qui explique le contexte de la commission des crimes, qui fait des recommandations, n'est-ce pas, qui donne la cartographie des crimes. C'est un document qui a été écrit pas par n'importe qui, par des experts. Et donc, c'est un document qui a de la valeur aux yeux des scientifiques et aux yeux des Nations Unies. Donc, il faut noter que c'est un document qui a été écrit pendant 12 mois. C'est qu'il faut retenir des rapports Mapping. Et donc, le rapport Mapping qualifie les faits, selon les experts, des crimes
il y a aussi des massacres, il y a aussi le fait que ces crimes ou ces massacres peuvent être qualifiés de ce qu'on appelle des crimes de génocide. Nous allons revenir sur cet élément lorsque nous allons parler de l'agitation du président rwandais. Pourquoi a-t-il peur? Quelle est la motivation? Pourquoi a-t-il peur que chaque fois qu'on parle du rapport mapping, chaque fois qu'on parle du docteur Mukwege, et vous êtes sans l'ignorer que le docteur Mukwege est, depuis un certain moment, je dirais, il vit dans la clandestinité. Il est sous la protection du contingent onusien dans son hôpital. Parce qu'il parle des rapports mapping et c'est une personne qui gêne. Et donc, les Rwandais ne veulent pas qu'il y ait justice. Qu'est-ce qui motive les Rwandais à nier les crimes? Parce que nous venons d'expliquer qu'il y a des crimes et donc les propos de Kagame sont faux, ils ne sont pas relevants. Pourquoi les Rwandais nient-ils les crimes en RDC? Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Vous savez que les Rwandais, tout comme l'Ouganda, sont des pays qui avaient agressé l'ex-Zaïre. Et si vous lisez l'article 1er de la résolution 33-14 de l'Assemblée générale des Nations unies et la jurisprudence de la Cour internationale de justice à l'occasion de l'affaire Nicaragua contre les États-Unis, n'est-ce pas? On parle des crimes d'agression lorsque un État, n'est-ce pas, a violé l'intégrité territoriale de notre État, lorsque un État ou plusieurs États ont violé la souveraineté d'un autre État, ou bien lorsqu'un État ou plusieurs États ont violé, n'est-ce pas, la Charte des Nations Unies. Et vous savez, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, les États ont l'obligation à respecter tous ces principes. Ils ont l'obligation de ne pas se faire la guerre, parce que la Charte des Nations Unies pose le principe de la résolution pacifique des conflits. Et donc, les États ne peuvent pas résoudre leurs différends en recourant aux armes. Donc, c'est interdit. Et lorsqu'on viole ce principe de la Charte, on aura commis les crimes d'agression. C'est ce que les Rwandais, l'Ouganda et les alliés avaient commis en 1996 en ayant attaqué l'ex-Zaïre sous une fausse appellation de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, du Zaïre, AFDL, avec Laurent Désiré Kabila à la tête, ce qui était vraiment juste une façon de camoufler les choses. Et donc, c'est un peu ce que vous pouvez comprendre. Nous sommes dans une situation d'agression de notre pays, et à l'occasion de laquelle il y a des crimes qui ont été commis. Et les crimes doivent, n'est-ce pas, nous donner deux situations. La situation des auteurs présumés et la situation des victimes. Et lorsqu'il y a des victimes, ça veut dire qu'on a violé les conventions de Genève et d'autres instruments qui protègent les civils pendant les conflits armés. Et lorsqu'il y a des victimes, ça veut dire qu'on doit faire appel à la justice. Et la justice va déterminer qui est responsable en écoutant toutes les deux parties, l'accusé et la victime. Et lorsque la justice estime, au regard des éléments de preuve qui sont soumis devant les juges, la justice peut estimer que telle personne, tel commandant, telle personne, tel ministre a été coupable des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Voilà. Mais le débat en RDC reste au niveau de savoir à quand la justice pour les crimes documentés par les rapports mapping. Et voilà pourquoi les Rwandais, connaissant qu'il y ait pour quelque chose, il faut qu'ils continuent à garder cette position du négationnisme, n'est-ce pas, pour nier la commission des crimes. Donc les Rwandais n'ont aucun intérêt, tout comme l'Ouganda, les Burundi aussi, ils n'ont pas l'intérêt à ce qui est la mise en place du tribunal pénal international pour la RDC. C'est ce qu'il faut comprendre de cette affaire. Donc, il nous appartient à nous, les Congolais, de faire le lobbying, de parler des rapports mapping, de demander la justice pour que nos victimes, nos morts soient honorés comme dans d'autres pays, comme le Rwanda, comme en ex-Yougoslavie, comme au Libéria, comme en Sierra Leone,
comme au Liban, comme en Allemagne, pour le cas des Juifs, l'Holocauste, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui devons agir en premier. Et donc, il faut noter que le Rwanda a peur parce que le Rwanda sera tenu pour responsable des crimes. Et vous savez qu'à son temps, Kagame était le ministre chargé de la Défense entre 1994 et 2000. Il était ministre de la Défense entre 1994 et 2002. Donc, il est censé connaître l'organisation des attaques qui étaient planifiées. Il est censé connaître l'exécution des civils. Il est censé connaître tout ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, il a une raison, n'est-ce pas, de trop s'agiter. Il faut aussi noter que quand on parle des rapports mapping, lui, il pense directement à ce que lui appelle la théorie du double génocide. Ça veut dire quoi? Mais il faut noter que ce concept n'existe pas en droit. Il n'existe que le génocide. Et donc, il faut noter que M. Kagame a peur. Donc, il a aussi peur qu'il soit tenu responsable pour les crimes commis contre les Hutus, les réfugiés Hutus qui s'étaient réfugiés en RDC, au Zaïre. Donc, c'est ça sa crainte. Parce que si on retient les crimes de génocide contre les Hutus, lui, il sera discrédité parce que lui qui était présenté pendant plus de 2 décennies comme le défenseur, la personne qui avait arrêté les génocides au Rwanda. Et que lui aussi, il est allé commettre le même génocide sur un territoire étranger contre des réfugiés. Vous savez, les réfugiés sont protégés. Donc, c'est un débat qui est là. Et donc, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, y revenir. Donc, il faut noter que le président rwandais a peur qu'il soit tenu pour responsable des crimes qui étaient commis en RDC. Ça, j'ai dit, il était plutôt le ministre de la Défense entre 1994 et 2001. Donc, il connaissait que les crimes seraient commis et les crimes étaient commis, mais il n'avait pas empêché qu'ils soient commis. Donc, c'est à ce titre-là qu'il est en train de se battre jour et nuit pour, n'est-ce pas, ne pas être coupable. Mais le temps viendra, il sera coupable. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, il a peur. Pourquoi il s'agite? Parce qu'il a peur que la justice puisse le percher, puisse le prendre et le juger. Que doivent faire les Congolais? Ici, les Congolais doivent se désolidariser des politiciens, parce que les politiciens sont des marionnettes du régime de Kigali. Les politiciens congolais sont au service du Rwanda. Il faut noter que la plupart des, n'est-ce pas, et comme vous l'avez constaté après les propos de Kagame, il y avait peu de réactions dans la classe politique congolaise. Peu de réactions. Donc, c'était vraiment un élément pour vous prouver que ce sont des agents du régime de Kigali qui sont en RDC. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à parler des rapports mapping. Il faut, à part se désolidariser des policiers congolais, il faut soutenir les organisations de défense des droits de l'homme qui plaident pour les rapports mapping, qui plaident pour la mise en place du tribunal pénal international pour les RDC. Et en particulier, il faut penser au docteur Mukwege. Il se donne, il se bat, le prix Nobel de la paix, il se bat pour que la justice soit instaurée en RDC. Il faut contraindre aussi les parlementaires congolais, n'est-ce pas, à parler de cette question, à inviter cette question au niveau des institutions, notamment au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, n'est-ce pas? Si nous ne réclamons pas la justice, personne ne le fera à notre place. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, je m'en vais ici pour parler d'un autre élément, l'élément des crimes. Il y avait des crimes qui étaient commis partout dans le monde. Certains ont été reconnus, d'autres n'ont pas été reconnus. Par exemple, au Rwanda, les génocides, 800 000 personnes avaient perdu la vie
lors du génocide. Il y avait aussi, pendant 100 jours, il y avait le génocide en Sierra Leone. 120 000 personnes avaient perdu la vie pendant 10 ans, soit du 23 mars 1991 et au 18 janvier 2002. Il y avait la justice, tout comme au Rwanda, justice. En ex-Yougoslavie, il y avait aussi des crimes, n'est-ce pas, des massacres de civils musulmans. 200 000 personnes en 1921 avaient perdu la vie. Mais il y avait la mise en place du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à juger. Il y avait aussi la mort de Rafik Hariri en 2005. Hariri était l'ex-ministre libanais qui était assassiné le 14 février 2005 à Beyrouth lors d'un attentat à la voiture piégée, au cours duquel il y avait 22 morts. Et pour ces faits, il y avait la mise en place du tribunal pénal spécial pour le Liban, n'est-ce pas? Mais en RDC, la RDC a un nombre très élevé par rapport à ce que je viens de citer ici. Mais malheureusement, il n'y a pas de justice. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Si vous pouvez lire les rapports de IRC, qui est une organisation des droits américains, qui parle de 5,4 millions de morts. N'est-ce pas? Rien que dans le Kivu, pendant la période de 1996 et 2003. Donc, il n'y a pas la justice pour les Congolais. Est-ce que les Congolais n'ont pas la même valeur que les autres peuples? Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes nous impliquer pour notre cause. Maintenant, si cette question nous renvoie aux enjeux politiques et géopolitiques. Et donc, ceux qui avaient financé la guerre en RDC, en ex-Zaïre, n'ont pas intérêt à voir la justice aujourd'hui. Les Américains, les Français, pas les Français, les Américains, les Anglais, les Britanniques, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Australiens, les Israéliens n'ont pas intérêt. Ce sont eux qui avaient mis Kagame au pouvoir, n'est-ce pas, après avoir cautionné les crimes de génocide au Rwanda, ils avaient le plan d'attaquer l'ex-Zaïre. Et vous allez comprendre qu'on venait de sortir du contexte de la guerre froide. Et donc, il faudrait en finir avec Mobutu pour, n'est-ce pas, mettre en place un nouveau leadership contrôlé par les Rwandais, en fait, de piller systématiquement les ressources naturelles de la RDC. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour comprendre tout ça, il faut lire les ouvrages. Ce sont des ouvrages, je vois Patrick Mbeko en parle ici, Effet Onana, Effet Honoré Ngwanda, paix à son âme. C'est un bon document, vraiment un bon ouvrage à lire. Il y a aussi Charles Onana qui parle du Rwanda. C'est un document aussi à lire, recommandé. Il y a aussi celui de Patrick Mbeko qui parle du Canada, le Canada et les pouvoirs tutsis du Rwanda. On parle des enjeux politiques. Il y a aussi cet ouvrage de Judy River, le Rwanda, l'éloge du sang. Donc ce sont des ouvrages qui peuvent vous permettre de comprendre le contexte actuel. Pourquoi en RDC, il n'y a toujours pas de justice? Et à la question de savoir la complicité du gouvernement congolais, c'est parce que le gouvernement congolais est à la solde du Rwanda, est à la solde des multinationales. Ce qui se passe en RDC, c'est en complicité des Congolais. Voilà pourquoi rien ne marche, rien ne va. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous pouvons conclure et résumer. Dans cette émission, nous parlons du négationnisme du président rwandais et de la complicité du gouvernement congolais. Nous avons expliqué les contextes dans lesquels il avait tenu ce propos négationniste. C'était le 18 mai dernier, lors d'une conférence ou d'un point de presse à Paris, où il avait dit qu'il n'y a jamais de crime en RDC. Face à ces propos, nous nous sommes posé quelques questions. Est-ce qu'il n'existe pas de crimes internationaux en RDC? La deuxième question, qu'est-ce qui motive le président rwandais à nier la commission de crimes en RDC? Et troisièmement, la recommandation.
Par rapport à la question de savoir s'il y a eu des crimes, la réponse est oui. À ce sujet, nous avons fait référence au livre blanc, nous avons fait référence au rapport mapping, mais aussi, nous avons oublié de le dire, les rapports Garaton. Garaton, c'était un avocat chilien, n'est-ce pas, qui a aussi avait documenté des crimes qui étaient commis en RDC. Donc, il y avait aussi, après avoir répondu à la question de l'existence des crimes, nous avons essayé de démontrer pourquoi Kagame a peur de la justice, parce qu'il peut être tenu pour responsable des crimes commis en RDC. Il a peur, et aussi, pour aller plus loin, il a peur de ce que lui-même qualifie de la théorie du double génocide. Quand on en parle, ça l'énerve. Donc, pour lui, on considère qu'il a commis des crimes en RDC, des crimes de génocide, contre non pas seulement les Congolais, mais aussi des réfugiés Hutus. Troisièmement, quelle est la recommandation? Que les Congolais soutiennent le docteur Mukwege, que les Congolais parlent des rapports mapping, que les Congolais fassent des lobbies pour que la justice soit donnée aux victimes congolaises. Merci beaucoup de nous suivre et au revoir.